Je me rappelle quand j'étais chef de produit, je disais à mon équipe, on sera arrivé le jour où les gens se diront, je me suis fait plaisir aujourd'hui, j'ai acheté une Keyprun. Mais avant, l'achat chez Decathlon était avant tout un achat raison et pas trop un achat passion. Je dis souvent, il suffit d'une porte pour pouvoir courir. Tu l'ouvres, tu vas dehors et tu cours. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait compte qu'on pouvait pas raconter une nouvelle histoire avec quelque chose d'ancien. Et si ces supporters devaient vous faire des produits, ils feraient des bons produits, ils voudraient pas trop se foutre de votre gueule, et ils vous les vendraient à prix d'amis. Il y a tous nos concurrents qui sont sur une table en train de manger tous ensemble. On a eu tendance à être en dessous, à ramasser les miettes. Là, l'idée, c'est de se dire comment on s'assoit à cette table. Voilà, la pression est à son comble. C'est parti. C'est parti. Du coup, pour notre tout premier épisode de Brain Organisé, on va parler de Keyprun, qui nous a fait une belle bascule branding ces derniers mois, en passant d'une sous-marque running de Decathlon à une marque experte internationale qui est portée maintenant par les plus grands athlètes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Anthony Dulieu, qui est Running Universe Leader, pour parler avec nous de cette transformation et avec qui on va pouvoir décrypter tout ça. Alors Anthony, est-ce que tu veux bien te présenter? Qu'est-ce que ça veut dire en fait Running Universe Leader chez Decathlon? Alors ça, c'est vrai que c'est des terminologies qui sont assez internes. Peut-être qu'à l'extérieur, on pourrait dire directeur de la catégorie running pour Decathlon. Donc ça consiste de manière plus concrète de la conception, design, ingénierie, à l'approvisionnement, la commercialisation, le marketing et la communication de l'ensemble des produits distribués chez Decathlon et pour Decathlon pour le monde. Donc voilà, en gros à quoi correspond mon scope et sur l'Europe, j'ai cette casquette de référencement également des autres produits des autres marques. Ok, super. Alors moi j'ai une petite question avant qu'on rentre dans le fond du sujet un petit peu du rebranding. Anthony, est-ce que tu cours? Oui, je cours depuis plusieurs années. Je crois que l'année dernière, Strava m'a dit 3100 km, j'avais fait 2 prépas marathons. Donc je cours entre 5 et 7 fois par semaine. On va dire peut-être une moyenne basse à 50 km et puis en fonction des prépas, j'ai monté un peu plus haut. Donc je cours. Ouais. Ok, ouais, cool. Je vois qu'on est en plus sur le même type de volume annuel et sur alors, un peu moins de prépa marathon de mon côté. Ok, donc t'es plutôt sur du long et moins sur du court. En plus, en étant à Lille où le 5 km et le 10 km ont vu des athlètes Keyprun faire de grands exploits ces dernières années, mais toi, t'es plutôt sur le marathon du coup. Allez, je sens que j'ai atteint ma limite sur 10. Et donc, j'essaye d'aller chercher le moins de 3 heures sur marathon. Je galère un peu, pour tout avouer. J'ai plus facilement performé sur 10 et semi. Mais bon, le marathon, ça va, on a le temps. C'est ça. Bon, top. Et du coup, revenons un petit peu à Keyprun. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement ton parcours finalement au sein de Keyprun, quand tu as commencé ou quand tu es arrivé, comment tout ça a évolué? Raconte-nous un peu cette petite histoire. Alors, pour être parfaitement complet, je vais pas faire que le parcours chez Keyprun parce que chez Decathlon, il y a aussi toute la partie retail. Donc moi, j'ai fait d'abord 10 ans en retail, de vendeur à directeur de magasin pour faire très rapide. Vendeur pendant mes études et puis directeur de magasin fin 2014, mi-année 2014. Et donc à partir de 2014, j'ai rejoint les équipes de Kalenji. Donc ça a été le début de mon histoire avec les produits que je développe et que je conçois aujourd'hui. Je suis arrivé chez Kalenji en 2014 en tant que chef de produit. Donc déjà sur ce qu'on appelait les familles running performance, les chaussettes et les pointes d'athlétisme. Donc j'avais eu la chance à l'époque de travailler avec notamment Stéphane Diagana, Sophie Duhart, Benjamin Malati, notamment qui étaient déjà des athlètes qui nous aidaient un peu à concevoir nos produits. J'ai fait ce métier de chef de produit pendant 4 ans, 2014 à 2018. Et en 2018, on a commencé chez Decathlon à vouloir adresser avec plus de précision les utilisateurs. Et quand on avait des grosses marques, on se rendait compte que sur des petits usages ou sur des sujets qui pouvaient parfois paraître niches, on n'y allait pas parce que le sujet était de traiter autour d'une grande marque les sujets qui avaient vraiment de la valeur et du poids, quoi. Et donc la décision a été prise de découper
pour mieux adresser les utilisateurs. Les grandes marques Quechua a été découpée, Tribord a été découpée, et Kalenji, elle l'a été également, en plusieurs différentes marques, utilisateurs, je dirais. Donc le jogger, celui qui court vraiment pour son plaisir, sans objectif de performance, c'était traité par Kalenji. Le trail a été découpé et il a été traité par Evadict à l'époque. L'athlétisme, avec une marque qui a duré assez peu de temps. S'il y a des gens qui connaissent, c'est vraiment des spécialistes, qui s'est appelé Coupima. Et donc le projet Road Running, qui s'appelait pas Keep Run au tout départ, mais qui s'appelait le projet Road Running, donc qui adressait plutôt les runners qui voulaient performer, enfin en tout cas faire des compétitions du 5 au marathon. Et donc moi j'ai repris la tête, le lead en 2018 de ce projet. On était 18, on a lancé ça aux 10 km de Nice, on était partenaires, et on était resté 3 jours pour écrire le projet, qui a encore... où il y a encore de très belles choses qui restent de ce projet qui a été écrit en 2018. Et puis au fur et à mesure du temps, on a évolué. J'ai récupéré en 2022 dans mon périmètre l'athlétisme, donc pour vraiment traiter l'ensemble du sujet de la performance running, athlétisme et compétition sur route. Et puis en 2023, on a décidé qu'on a été allé assez loin dans la découpe et dans l'adressage, si je peux dire, des besoins de chacun des utilisateurs. Et là, on s'est dit, on va remettre les équipes tous ensemble pour recréer une marque plus forte, pour mieux adresser le marché global du running. Donc en 2023, je récupère l'ensemble des utilisateurs running et on commence à lancer la réécriture du projet que là, on va appeler Keep Run, sur lequel on va ensuite venir construire cette marque experte. Ok, super. Tu nous as parlé un petit peu de Kalenji, et tu nous as fait un peu dans les grandes lignes, mais c'était quoi un petit peu finalement Keep Run avant surtout la transformation qui a eu lieu entre 2023 et 2024 comment c'était un peu structuré, comment ça vivait au sein de Decathlon finalement? Alors on appelait ça des signatures, c'était pas des marques. Et il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, pendant un moment on a eu un logo, c'était une espèce de D déstructuré avec un arc de cercle et une petite barre. Sur certains produits vous pouvez encore en retrouver. Et donc l'idée c'était d'avoir une signature qui exprimait Decathlon, marque ombrelle, et enfin le logo D qui exprimait la marque Decathlon, et une signature avec le prénom qui représentait l'expertise sportive. Donc on venait jouer à chaque fois avec le D et le nom de l'expertise, Kalenji, Keep Run, Evadict, etc. Donc c'était comme ça que c'était traité au niveau du branding pour Decathlon. Et donc l'idée était réassurer le client sur le fait que oui, c'est un produit Decathlon avec ce logo, mais c'est un produit qui est traité par une équipe d'experts qui s'appelle Kalenji, Keep Run, etc. Ok. Du coup, avant justement, tu vois, le passage vraiment en marque experte, c'était quoi finalement un peu les feedbacks que vous aviez du marché, la perception finalement qu'avaient les joggers ou les runners plus expérimentés ou trailers justement de cette période signature? Alors on a lancé pas mal de choses sous cette période signature. Moi je suis pas entre guillemets un mauvais nostalgique, c'est-à-dire que c'est pas parce que maintenant on a tout remis ensemble que je pourrais dire que ce qui a été fait avant était pas bien, qu'il fallait forcément tout réunir. Mais la période où on était découpé, on a pu aller explorer des usages ou des produits qu'on n'aurait pas fait en étant une grande marque, on n'y serait pas allé. Par exemple, sur l'athlétisme, ils ont fait des pointes de saut, des pointes de sprint, des pointes de fond, de demi-fond, des choses qu'on n'adressait pas auparavant. Comme là, ils étaient focusés sur l'athlète, ils sont allés développer l'ensemble de la gamme pour. Le Kalenji avait été exploré un peu le sportswear. Ça a donné lieu d'ailleurs à tout ce qu'on lance actuellement sur le sportswear, en se disant qu'il y avait quand même une hype autour du running, et donc ils sont allés explorer le sportswear, autour du jogger qui voulait courir mais pas ressembler à un runner, si tu veux. Nous, par exemple, sur l'athlétisme, sur le running, on a été développer notre application de running. Au début, c'était un tout petit embryon, mais on s'est dit, si on veut accompagner les gens à courir, on peut pas juste leur vendre des chaussures, quoi. Ils vont se blesser, donc il faut aussi qu'on agisse sur le comportement. Et donc on a lancé cette application. Au trail, ils ont sorti des bâtons. Ils sont allés chercher ils ont exploré de l'innovation autour de comment un bâton peut sortir
d'une manière automatique. Donc c'est aussi des choses qu'on n'aurait pas fait. Donc sous cette ère de la signature, on a pu aller très loin dans les besoins d'utilisateurs. On a sorti aussi notre première chaussure à lame carbone. Et finalement, je vais te sortir une anecdote, notamment par rapport à ta question sur la perception des clients ou des utilisateurs. Nous, on sait qu'on fait des très bons produits, on les utilise. Moi, j'ai dans mon équipe quelqu'un qui court en 29-30 sur 10 km, qui était directeur de magasin un peu dans la même région que moi et qui a toujours couru en Kalenji. Donc ça l'empêchait pas de performer, de pas se blesser. Donc on savait que nos produits étaient performants, étaient bons. Pour autant, la perception était éloignée de ce que nous, on savait, de ce qu'on mettait, de ce qu'on faisait de nos produits. Et l'anecdote dont je vais te parler, c'est un press camp qu'on organise sur le circuit des 24 heures du Mans. On lance la première chaussure à 90 €, donc c'était quand même un petit événement chez nous. Notre top de gamme s'arrêtait à 70 €, donc on commençait un peu à remonter en termes de prix, en termes aussi de technicité de produit. Elle s'appelait la KS 900 Lite. Ou la KS Lite tout court d'ailleurs. Je me perds dans nos prénoms. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on a changé derrière dans le rebranding, les espèces de plaques d'immatriculation qu'on avait avant. Bon, en tout cas, on sort cette chaussure, donc on est au circuit du Mans, on envoie quand même des paillettes aux journalistes, on fait courir sur le circuit du Mans, enfin, il se passe quand même quelque chose, on associe un peu la vitesse des sports mécaniques, l'ambiance du sport mécanique et la course à pied, on fait un truc assez sympa. Et puis le soir, pendant le repas... Donc j'ai passé la journée à expliquer que KeepRun faisait des produits sérieux, que voilà, qu'on avait des ambitions fortes. Et puis le journaliste me dit non mais vraiment c'est vraiment bien ce que vous faites. Moi tu sais de toute façon dès qu'il y a quelqu'un qui veut débuter, je l'envoie chez toi chez KeepRun parce que pour débuter vous êtes les meilleurs. Et je me dis ouais c'est sûr, mais j'entends à travers sa phrase qu'on est juste bon à débuter en fait, et qu'après les clients vont entre guillemets passer aux choses sérieuses. Je me rappelle quand j'étais chef de produit, je disais à mon équipe, on sera arrivé le jour où les gens se diront, je me suis fait plaisir aujourd'hui, j'ai acheté une KeepRun. Mais avant l'achat chez Decathlon était avant tout un achat raison et pas trop un achat passion. J'achetais par raison le produit Decathlon. Et donc comment on allait réussir à mettre de l'émotion, de la passion autour de nos produits. C'est un peu aussi tout ce qu'on a fait derrière à travers le rebranding. Et justement, quel a été le déclic pour lancer tout ce travail de rebranding? Quelles ont été les réflexions J'ai envie de dire, il y a eu plusieurs déclics. Nous, depuis 2018, et moi depuis 2014, j'étais pleinement immergé dans le milieu de la course à pied. J'ai observé des centaines de courses à travers tout le monde entier. J'ai discuté avec beaucoup de runners, partagé avec des communautés, discuté avec des ingénieurs, avec des personnes en pays. J'ai une vision du running après déjà en 2018 4 ans assez claire sur comment on pourrait adresser mieux ce marché. Et le fait de venir découper, d'adresser le running un peu en corner comme ça, notamment la compétition, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais que ça allait nous demander du temps, des moyens, et quelque part il fallait que l'entreprise soit prête à vouloir mener à bien le projet qu'on avait écrit, mais à 18 quoi, pour une petite entité. Et en 2023, il y a eu le rebranding de Decathlon, la volonté de réélever la perception de Decathlon auprès de ses clients et de ses utilisateurs, et de pleinement assumer Decathlon retailer et concepteur de produits sportifs. Et donc à travers ça, il y a eu aussi tout un travail autour du brand portfolio de Decathlon. Et il y a eu beaucoup d'échanges avant le lancement, je crois que c'était en mi-année 2023, avant le lancement du rebranding complet. Et donc pendant toute cette phase de discussion, mon rôle a été de rendre faisable le projet qu'on avait commencé à écrire avec l'équipe et de faire en sorte que Decathlon accepte finalement de donner les moyens au running pour exprimer pleinement le projet. Du coup, comment s'est passé un petit peu cet équilibre quelque part entre l'ADN Decathlon et aussi la volonté de créer de l'autonomie autour de KeepRun? Alors, ça n'a pas été uniquement autour de KeepRun. C'est-à-dire que quand Decathlon a retravaillé le brand portfolio,
La volonté était d'avoir moins de marques. Il y a une époque, on avait 85 signatures. Donc, si tu veux, dans la lecture du client, même s'il y avait ce logo qui était finalement commun à toutes les marques, euh, à la fois la compréhension du client d'autant de noms, c'était compliqué. Notre capacité à communiquer autour de 85 noms, c'était très compliqué. Et donc, il y avait un besoin de simplification. Donc, ça s'est passé en plusieurs années. Il y a d'abord eu que plus de 30 marques. Et puis, ensuite, le nouveau Brand Portfolio, je vais y arriver, avec moins de marques, une dizaine. Et puis, une volonté d'élever sur quelques marchés des marques au rang de ce qu'on appelait marque experte. Considérant que pour adresser ces marchés-là, la nécessité d'être reconnu et crédible est très forte si on veut exister. Le marché du vélo, le marché de la course à pied, le marché de la montagne et de l'alpinisme, et puis il y a le marché de la chasse avec la marque Solognac. Donc il y a Solognac autour de la chasse, Simon autour de la randonnée et de l'alpinisme, Van Rysel sur le vélo, et puis Kipren sur le running. Donc ça a été volonté de l'entreprise, une compréhension de l'entreprise que pour pouvoir adresser certains marchés, alors il fallait pouvoir se doter de marques qui allaient vivre entre guillemets à côté de Decathlon pour pouvoir exprimer une identité forte, pour pouvoir aller convaincre et conquérir les utilisateurs. On avait plusieurs exemples de nos clients qui regrettaient un peu parfois certaines signatures sur nos produits en disant c'est quand même dommage parce que moi j'adore ce vélo par exemple, et puis il y a un gros Between au milieu, et en fait Between c'est le vélo de ma mère ou de mes enfants pour rouler machin, et moi je suis sérieux, je fais du vélo. Et donc il y avait c'est un peu cette incompréhension entre certaines signatures et le besoin de crédibilité. Donc voilà, on a été c'est un peu une réunion des bonnes idées entre ce que nous on pensait experts du marché et ce que Decathlon avait perçu aussi au niveau ce qu'on appelle le United, donc le corps Decathlon. Donc l'écoute et aussi du coup l'écoute des clients, vraiment c'est la base de cette réflexion, de leurs attentes. Connaissance du marché, parce que nous on voyait bien ce marché, comment il était constitué, et écoute de nos clients, exactement, notamment les plus fidèles. Ok. L'ambition de Kipren, vraiment à ce moment de passage, tu vois, de réorganisation un peu du brand portfolio, du passage vraiment en marque experte, l'ambition de départ, elle est toujours la même qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'elle a déjà évolué sur ces deux dernières années ? L'ambition de départ, si tu veux, je pense que quand je l'ai posée, c'était un rêve, et aujourd'hui, ça devient réalisable. Donc elle n'a pas évolué, l'ambition, mais je pense que notre perception de cette ambition a évolué. Et je pense même qu'au début, quand je l'ai posée, je l'ai posée vraiment comme une cible très lointaine, en disant on va poser ça, et de toute façon sur la route de cette ambition, on fera forcément mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc cette ambition, alors elle est assez pragmatique, c'est représenter 10% de part de pied sur les jours de course. Pourquoi c'est venu, pourquoi ce 10% et part de pied est venu? C'était moi, de mon expérience chef de produit, j'observais les courses, et puis je faisais des vidéos toutes les X minutes, de 1 à 2 minutes, pour pouvoir avoir un comptage à la fin. Je me balayais après photo par photo, seconde par seconde, pour me noter toutes les marques. Du coup, j'ai un œil assez expert sur qui court avec quoi, même de loin. J'ai développé ça. Et je me rendais compte que même sur des courses ici dans le Nord, on avait entre 2 et 3% de personnes qui nous portaient le jour de course. Pour autant, dans le Nord, on est quand même une marque forte, Decathlon, qui est née ici, qui a une forte histoire avec le Nord. Et donc, je m'attendais quand même à avoir beaucoup plus de présence de produits Decathlon. Et non, on avait que 2%. Donc, très vite, le 10% de part de pied est venu dans ma tête en me disant, voilà, le jour où on fera 10% des runners le jour de la course, on commencera à être crédible, quoi. Ça voudra dire que les gens nous font confiance. Pas uniquement pour leur jogging, mais aussi pour le jour de la course. Et il se trouve que 10% de part de pied, en moyenne, si tu fais 10%, t'es 5e, t'es top 5 sur tous les rankings. Quand tu regardes une course, généralement, et qu'il y a un comptage de pieds, aux alentours de la 4e ou 5e place, les marques ont entre 10 et 12% de part de pied.
Donc si on faisait 10%, pardon, alors on était 5e marque mondiale. Donc est venue la naissance de cette ambition très rapide de top 5. Top Ok, 5 mondial. ouais. Donc du coup, tu pars de cette ambition de presque compter le nombre de keep run au pied des gens sur les courses et qui instantanément, quasiment te positionne face aux autres marques, quelque part Ouais, sur le marché. C'était un peu ça. Ok. exactement. Ouais, super intéressant comme passage, tu vois. Ouais, très pragmatique. Enfin, vous verrez peut-être plusieurs fois pendant l'enregistrement, mais chez Decathlon, on est quand même assez pragmatique. On aime les choses qu'on arrive facilement à comprendre. Plus facile à D'accord. animer aussi. Et maintenant, si on rentre un peu finalement dans le fond vraiment du branding, hein, allons-y concrètement. Euh, Par exemple, ce travail sur la nouvelle identité, comment ça s'est lancé un peu, comment a émergé un petit peu tout le travail qu'on voit aujourd'hui. Quelles questions vous êtes posées un petit peu en amont avant de lancer ça comment, c'est quoi la genèse finalement déjà ce premier Hmm. travail, on va dire, d'identité déjà visuelle parce que c'est ce qu'on voit finalement Ouais. beaucoup aujourd'hui. Euh, Alors, il y a eu beaucoup de discussions autour de ce travail d'identité et j'ai presque envie de dire, au départ, j'étais pas spécialement d'accord avec ce qu'on a fait, avec finalement la décision qu'on a prise après, parce qu'on avait déjà une identité qui datait de l'époque, notamment de Kalenji, avec cette espèce de... Donc c'est une corne de gazelle pour les gens qui ne le savent pas. Il y avait tout un storytelling autour de cette corne de gazelle, du Kenya, derrière Kalenji, et donc les Kalenjin, qui sont les peuples qui sont sur les hauts plateaux kenyans. Et donc, moi, j'avais plutôt l'idée de repartir sur un refresh de cette quelque chose de plus moderne, mais rester un peu dans cette identité. Puis on a pas mal discuté avec le patron du design, et au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait compte qu'on pouvait pas raconter une nouvelle histoire avec quelque chose d'ancien. C'était assez compliqué de vouloir lancer un nouveau truc en se raccrochant en permanence à une marque qui a existé et qui était née. Kalenji est né d'une chaussure à 10-12 euros et d'un t-shirt à 4 euros. Donc c'était l'histoire du départ, qui était voilà l'histoire complètement associée et assumée à l'image de Decathlon. Est-ce qu'on devait repartir de ça pour écrire une nouvelle histoire? Donc très rapidement on s'est dit bon, on va pas rester sur ce logo. En plus, ce type de logo, il y en a assez il y en a en assez grand nombre. Et c'est vrai qu'on avait fait quelques planches avec tous les logos, dont le nôtre au milieu. Et puis on se disait, bon, on a du mal quand même à le différencier, à comprendre ce qu'il raconte, etc. Et donc, de là, on s'est dit, bon, faut qu'on s'entoure, il faut qu'on retravaille autour de notre identité globale, mais qui viendrait raconter et supporter toute la plateforme de marque qu'on venait de réécrire. Et donc, on est parti de la plateforme, du fond finalement de ce qu'on avait écrit pour définir la forme de ce qu'on voulait présenter à nos clients et raconter à nos clients. Ouais, du coup, d'où finalement un peu la naissance de ce symbole, parce que c'est le cas de Keeprun, mais c'est Ouais. aussi un starting block. D'où c'est parti un petit peu cette idée de fond, déjà de Keeprun, et puis comment on est venu finalement à cette partie starting block. Dans le travail qu'on a mené, au départ, on s'était grandement posé la question de rester uniquement sur un wordmark. Donc utiliser uniquement Keeprun en permanence sur notre textile, notre chaussure, parce que ça nous paraissait intéressant dans la jungle de logos, de venir avec plutôt un wordmark pour aussi faire communiquer la marque directement sur le produit. Donc au départ, on était parti sur ça, un peu comme on le voit aussi sur Normal, où on voit beaucoup le nom de la marque écrit sur le produit. Donc c'était un peu inspiré de tout ça. Et puis très vite quand même, on s'est dit, à un moment donné, on va se lasser de voir le wordmark. Le monde du chausson est quand même un monde où il y a un logo qui est présent. On voulait pas venir sur un logo qui racontait rien, ou qu'il allait falloir expliquer le pourquoi on a mis la virgule comme ça, le truc, et se dire non, il faut qu'il soit quand même assez évident. Et on a commencé à venir travailler autour de cette première lettre finalement, le K. Et on est venu de faire des travaux d'idéation autour du K, de ce qu'il pouvait représenter. Et dans le même temps, nous on avait tout ce travail de brand platform qu'on avait mené
Et cette notion de keep run, keep running, de supporter, de comment on supporte, comment on est un point de départ pour donner envie aux gens de courir, de s'élancer. Et donc l'image du starting block est venue. Prix de profil, ça ressemble à un cas. Et donc on a commencé à travailler autour de ça et c'est né de là, quoi. La rencontre finalement de cette notion de vouloir être supporter, de vouloir être porté sur nos produits. Et donc le cas et le keep run sont nés de là. Ouais. Sur le cas, on a eu quelques retours, tu sais, suite à nos différents posts sur LinkedIn, qui sont issus un peu de l'article qu'on a écrit, de l'analyse de la marque, qui posait la question entre l'utilisation du monogramme K sur la chaussure ou l'utilisation complète du wordmark. Est-ce qu'il y a une structure derrière ça chez Decathlon? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que vous êtes encore en phase de test par rapport à ça? Il y a une volonté précise? J'ai envie de te dire, c'est un peu à la rencontre des deux. C'est-à-dire que à la fois on termine une première phase de test sur comment on a envie de se positionner et aussi un début de réflexion autour de à la fois parfois l'utilisation du wordmark qui prennent, parfois l'utilisation du logo, du cas, plutôt joué au milieu, plutôt joué en avant, plutôt joué de manière très forte, plutôt joué en plutôt ton sur ton. Et donc on est venu positionner en fonction. Alors, on s'était dit en fonction de l'intensité. Donc, tu as des modèles pour faire du footing jusqu'au modèle pour gagner des courses. On allait venir jouer sur une intensité différente. Donc, par exemple, sur la Keep Ride, qui est notre modèle confort, notamment Keep Ride Max, modèle footing sortie longue, l'une des chaussures préférées d'ailleurs de Jimmy. Là, on va pas exprimer le logo parce que il y a un côté très tech, très show-off qu'on veut pas mettre sur ce type de produits. Ce sont plutôt des produits où tu vas être en slow pace, voilà, tu vas être en confort. Donc on va plutôt écrire le wordmark et on va l'écrire pas de manière show-off, mais plutôt en ton sur ton, quelque chose d'assez élégant. Donc par exemple sur ces produits-là, on s'est dit on va plutôt utiliser le wordmark et on va le jouer de manière plutôt adoucie. Et puis plus on va monter en intensité, plus on va soit exprimer fort le keep run, soit exprimer très fort le logo. Donc c'est là où après tu te retrouves sur des modèles, notamment nos plaques carbone, avec là des logos qui sont un peu plus énervés, où tu les vois sur le devant de la chaussure et qui prennent une grosse part sur le produit. Et donc maintenant, on doit, entre ce qu'on a proposé à nos clients, basé sur un début de stratégie, on va prendre les feedbacks, et notamment, tu vois, le retour que tu me fais, les retours qu'on a en pays, les retours qu'on a à différentes personnes, et on va venir clarifier l'utilisation à la fois du wordmark et du logo pour qu'on puisse être pleinement aligné et cohérent. Et tu vois, par exemple, sur le trail, on a décidé notamment de jouer uniquement le wordmark parce que c'était aussi une tendance du marché. Beaucoup de marques sur ce segment-là, notamment par exemple Adidas avec la sortie de Terex, écrivent encore Terex sur le produit. Donc c'était aussi pour coller au code du marché. Donc dans tout ça, maintenant, on va vraiment poser une stratégie et venir s'y tenir. Ok, ouais, très intéressant. Justement, en termes de stratégie, moi, j'aime beaucoup la signature More Run, More Life. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la stratégie derrière et du combat de Keep Run dans le monde du running, justement? Ouais. Qu'est-ce que ça vient traduire? Le More Run, More Life, finalement, c'est un peu c'est la finalisation de notre plateforme de marque. Quand on présente la plateforme de marque, on part. Moi, j'aime bien toujours repartir du running, de ses origines, de c'est quoi ce sport. Et on a, nous en tout cas, quelques croyances autour de ce sport. Et souvent, moi, je les résume en 3 mots. Moi, j'aime bien dire que le running, il est inné. On a tous couru un jour, enfant. Si on a des enfants, si on s'en rappelle plus, il faut juste observer les enfants, que ce soit à la piscine ou que ce soit dehors dans les rues pour aller à un point A, un point B, ils courent tout le temps. Donc dès qu'ils apprennent à marcher, ils veulent courir et ils le font par plaisir. Il semblerait aussi que on soit le seul être sur Terre à être capable de courir sur ses 2 pieds et de le faire très longtemps. C'est comme ça aussi qu'on a chassé au départ à travers la course à pied, puisqu'on épuisait nos proies et puis on était capable ensuite de manger. Donc c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'humain, le running. Deuxième point, c'est que le running, il est accessible. C'est le sport le plus simple au monde, avec la marche. J'ai envie de dire, je dis souvent, il suffit d'une porte pour pouvoir courir.
Tu l'ouvres, tu vas dehors et tu cours. T'as pas besoin de structure. Dans certains endroits du monde, t'as pas besoin de produits, pas besoin de chaussures. Il y en a qui courent pieds nus. Il n'y a pas d'horaire. Voilà, c'est le sport finalement le plus accessible et le plus libre au monde. Et puis le troisième élément nous qu'on aime à travers le running, c'est que c'est un sport qu'on appelle initiatique. C'est-à-dire que quand tu cours, tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire quelque chose dont tu te pensais peut-être pas capable. Et moi je me rappelle là, quand j'étais chef de produit, on organisait ce qu'on appelait pas chef de produit, responsable de rayon. À Béziers, j'avais organisé les foulées Kalenji et on a fait courir des gens autour du magasin, 10 km. Et puis, je vois une dame arriver en pleurs. Je me dis, mince, ce qui s'est passé, tout ça. Et elle avait couru en 1h02, son 10 km ou 1h03, peu importe. Mais elle était en pleurs, non pas parce qu'elle s'était fait mal, mais parce qu'elle était fière d'elle. Elle dit, elle avait vécu des trucs dans sa vie. Et elle dit, je pensais pas capable un jour de courir 10 km. Donc, il y a quelque chose, en fait, d'initiatique dans le running. On prend confiance en soi, on prend conscience en soi. Et donc, voilà, ça c'est la force du running. Donc, c'est les éléments tangibles desquels on est parti. Et puis, l'autre point, c'est que Keep Run est né de la foule, est né d'un cri d'encouragement. Donc, on a aussi envie d'être ce premier supporter pour aider les gens à continuer de courir, à pas s'arrêter et à keep running. Et donc, en mélangeant un peu tout ça, on a posé notre sens, notre promesse, notre sens, c'est supporter chacun pour qu'il puisse continuer de courir afin d'exprimer son potentiel et de grandir. Je le traduis instantanément de l'anglais, donc peut-être que des fois je vais me tromper. Et notre promesse, c'est démocratiser des solutions de haute performance pour courir toute sa vie. Democratize high performance solutions to run for life. Et donc quand tu continues à dérouler l'entonnoir depuis ses origines, ce sport, le prénom de cette marque, notre sens, notre promesse, et finalement tu te dis que ce qu'on veut, c'est apporter plus de running dans la vie des gens pour qu'ils puissent mieux vivre. Donc more runs, more life, ça peut aller un peu dans les deux sens, on peut jouer avec, et aussi en termes de tips marketing, on peut aussi venir jouer sur more cushion, on peut associer les produits en fait. Donc il nous fallait aussi une tagline où à la fois on pouvait porter le message de la marque Keep Run, mais aussi derrière l'utiliser pour exprimer nos produits, nos services. Donc voilà un peu la genèse du More Runs, More Life. Ouais, c'est ça. On est même déjà presque dans le récit de la marque, quoi. Oui. Quelque part, finalement, tu pars vraiment des origines déjà du sport, de la course à pied, et après tu passes finalement cette anecdote de cri d'encouragement. C'est de là que vient quelque part le nom Keep Run, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait, ouais. Ça vient d'un cri d'encouragement que quelques chefs de produits, c'était en 2007 de mémoire, donc c'était des chefs de produits de Kalenji, et donc ils étaient allés à New York pour observer, parce qu'on se déplace pas mal, pour observer les runners, pour voir un petit peu les habitudes, essayer de comprendre les besoins exprimés, non exprimés. Et puis ils reviennent avec cette phrase keep running, keep running. Il y a cette notion d'encouragement très très forte aux États-Unis, hein, où ils sont très forts à pousser. J'avais fait les derniers kilomètres avant de rentrer dans le Central Park pour encourager les gens. Il y a une ferveur assez énorme autour de ça. Et donc quand ils sont en effet rentrés en France avec cette phrase, Kalenji commençait à vouloir adresser le marché un peu de la performance, notamment à travers l'accompagnement qu'on avait de Stéphane Diagana et d'autres. Et donc ils ont lancé un workshop pour trouver un prénom pour une nouvelle gamme qui serait la gamme performance. Et ils ont contracté Keep Run, Keep Running. Et donc ils ont fait ce mot de 5 lettres, Keep Run, qui aussi, pour la petite anecdote de 6 lettres, KIP en kényan a aussi une origine. Donc on a longtemps dit fils d'eux. En fait, plus précisément, c'est garçon né le jour 2. Donc Keep Run, finalement, c'est aussi le garçon né le jour du running. Et pour les filles, c'est Chep. Et pour les garçons, c'est Keep. On n'avait pas cette info à l'époque, mais je trouve que le clin d'œil aussi au Kenya, et donc aujourd'hui aussi les initiatives qu'on mène là-bas, très très intéressant. J'ai quelques anecdotes aussi avec un ministre quand on discutait de Keep Run et du prénom quand on a ouvert la Fortitude House. On y viendra peut-être après. Intéressant.
Ouais, super intéressant. Du coup, bon, on voit que la plateforme, elle a drainé un petit peu tout le travail de branding autour de l'identité visuelle, mais il y a eu aussi, puis tu en as parlé un petit peu plus tôt, un énorme travail sur l'architecture de gamme. Notamment, tu parlais de plaques d'immatriculation tout à l'heure avec les KF 900, KF 900 Lite, tout ça. Raconte-nous un peu cette partie-là de comment finalement on repose les choses pour créer une architecture de gamme qui soit lisible, qui soit plus simple à comprendre pour ses clients. Comment tout ça a démarré et un peu le processus de tout ça derrière? Alors de manière, encore une fois, très pragmatique, on a été un peu contraint de le faire, cette clarification. Pourquoi? Parce que quand on a, en 2023, décidé de remettre l'ensemble des offres qui traitaient du running ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de produits, pas mal de doublons. On avait, je crois, quelque chose comme 13 ou 14 collants noirs de running, donc ça faisait beaucoup. On avait des chaussures avec différents langages design, avec des colorways qui étaient aussi tous un peu différents. Et quand on mettait tout ça sur une planche, on se disait waouh, la facilité de lecture, de compréhension de ce qu'on veut porter comme message, ce qu'on veut permettre aux gens de naviguer dans notre offre et bien comprendre comment on propose des produits pour différents usages. Voilà, c'est quand même très 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 perturbé et très très compliqué à lire. Donc il y avait cette nécessité de remettre du cadre dans notre offre qu'on venait de réunir avec toutes les pointes, toutes les chaussures de jogging, toutes les chaussures de trail. On avait du trail and road, le TR, qui est devenu gravel maintenant, qui était un peu positionné au jogging, qui était un peu positionné au running, qui était un peu positionné au trail. Donc il y a aussi besoin de clarifier tout ça. Et donc avec mon patron d'offre, Pierre-Emmanuel, on s'est dit bon, il faut qu'on revienne à des standards marché qui vont nous permettre à la fois d'être compréhensibles par nos clients, mieux compréhensibles par nos vendeurs, donc plus facilement facile à vendre. Et si jamais un jour on voulait vendre à d'autres, ça sera aussi plus facile à expliquer. Il y avait déjà en fait cette volonté de pouvoir un jour vendre à d'autres. Et donc on a observé ce qui se faisait dans le marché. On connaît les grosses franchises, les Nimbus, les Kayano, les Pegasus. Voilà, ça fonctionnait assez comme ça. Et donc là, on est venu prendre notre offre et de se dire bon, ok, on veut traiter du débutant à l'expert avec une gamme de prix qui va monter d'une vingtaine d'euros à le prix le plus haut, on l'avait pas encore en tête. Et donc comment on vient dans tout ça structurer notre offre pour répondre à des besoins utilisateurs. Je débute, je veux courir 30 minutes, et des besoins clients. J'ai envie de consacrer un budget conséquent, ou moi, c'est pas le sujet du budget, je veux pas mettre beaucoup. C'est le sujet du budget justement, et je veux pas mettre beaucoup dans mon achat. Donc à la rencontre des besoins utilisateurs et des besoins clients, on est venu créer cette gamme plus simple, plus facile à lire. Et ensuite, c'est poser la question des namings de nos produits. Ok. Et tu peux nous en parler justement du naming, juste pour nous expliquer un peu quel nom avec un petit peu quel positionnement dans l'architecture de gamme? Alors ça a été un long travail parce que faire valider des noms de produits dans notre monde actuel, avec le nombre de noms qui sont déposés, c'est hyper compliqué. Donc ça, c'est peut-être ce qui nous a pris le plus de temps. Et on avait dans l'équipe un peu deux voix. Une voix qui disait faut mettre Keep devant, et une voix qui disait non, c'est trop obvious, il faut pas mettre Keep. On a exploré les deux, et il s'est quand même trouvé que la voix que moi je poussais plutôt de mettre Keep était plus simple à valider, parce que forcément avec le préfixe Keep, il y avait pas une marque qui l'avait utilisé. Et donc on a exploré cette piste qui commençait par Keep, qui pour moi permettait de continuer à asseoir le prénom de la marque, puisque Keep Run, ça reste présent, et n'empêcherait pas le client à terme de dire j'ai acheté une Summit, et pas forcément dire j'ai acheté la Keep Summit. Donc ça nous permettait de jouer sur les deux tableaux, et ça permettait aussi d'avoir cette notion de redondance dans l'offre, pour dire il y a la Keep Core, il y a la Keep Ride, il y a la Keep Summit, il y a la Keep Storm. Et dans tout ça, j'arrive à moi me repérer, de savoir quelle est
quelle est la chaussure ou la franchise finalement qui va mieux me correspondre. Et justement, ensuite les noms, les autres, pardon, excuse-moi, l'autre partie du prénom de nos chaussures devait exprimer en partie l'histoire qu'on allait raconter autour du produit, tout le sujet d'une franchise. Et où venir se positionner par rapport à une autre chaussure. Keep Summit, Keep Climb. On est venu mettre de l'intensité différente dans le prénom pour se dire la Keep Summit, allez, tout chemin, sortie longue en nature et en trail. Keep Climb, on va être sur des chemins plus exigeants. On va être déjà dans quelque chose. Entre Climb et Summit, il y a une notion d'intensité qui est différente. Et donc on essaie de l'exprimer à chaque fois de manière différente. Entre une Keep Core qui est finalement associée un peu au produit core du running. Donc il te faut un t-shirt, une chaussure et un short. Et d'ailleurs on a une ligne textile core qui va sortir l'année prochaine pour bien associer le fait que ce qui est core au running va se retrouver dans la gamme Keep Core avec l'ensemble des attributs des produits running et l'ensemble aussi des attributs d'un produit Decathlon avec l'accessibilité prix. Et la Keep Storm, Storm vous fait penser aussi à quelque chose de rapide, un tourbillon, voilà. Et donc Keep Sonic, encore plus rapide que Storm, c'est pour les pointes. Bon, voilà. On est venu jouer un petit peu avec tout ça pour que ce soit aussi cohérent. Ok. Et justement, du coup, par rapport à cette gamme, il y a les produits, mais il y a aussi les prix à côté. Et on a des prix qui vont jusqu'à 300 €, si je ne me trompe pas. Oui. Comment vous gérez justement cette gamme de prix aussi et la perception d'accessibilité de base reliée à la marque Decathlon? Dans la promesse dont on parle, to democratize high performance solutions to run for life, il y a la notion de democratize, qui n'est pas qu'une histoire de prix. Je vous expliquais tout à l'heure que dans les courses du Nord, on avait 2% des gens qui nous portaient. Si l'accessibilité au running n'était qu'une question de prix, j'aurais eu beaucoup plus de personnes qui me portaient. Or, ils me portaient pas, ils portaient des produits bien plus chers. Donc le prix bas n'est pas facteur de démocratisation et d'accessibilité, pas que. Il y participe, mais pas que. La crédibilité est aussi un élément important. Et donc, on a quand même voulu, en lien avec notre ADN et notre ancrage au groupe Decathlon, avoir cette notion de prix comparable avec nos benches. Donc, quand on développe un produit, on a souvent un produit des autres marques en face, et nous, on veut être en prix de vente catalogue entre 20 et 30% moins cher que nos concurrents. Et ou parfois, aussi, on regarde la durabilité de nos produits qui sont proposés. Quand vous avez un produit à 300 € qui, je sais pas, va faire 100 km, le prix au kilomètre n'est pas le même que pour une chaussure à 300 € qui va faire 400 km. Nous, comme on travaille aussi la durabilité de nos produits, on vient mesurer l'ensemble de ces éléments-là. Tout en sachant que le client ne faisant pas forcément cet effort-là, on ne pourrait pas durablement être trop haut en termes de pricing. Et donc, on veut avoir ce positionnement entre 20 et 30% en dessous de nos concurrents. Après, on n'est pas toujours d'accord sur quel concurrent il y a en face, en fonction des gens avec qui on discute. Mais nous, on sait bien face à quel produit on se met et on vient se positionner comme ça. C'est hyper Donc intéressant. le prix reste un élément constitutif de notre offre. Et justement, par rapport à ces concurrents, quelle est la place que Keepren a envie de prendre sur ce marché-là? Comment expliquer la place qu'on a envie de prendre? La 5e, le top 5 déjà, si je devais répondre basiquement. Nous, on veut pouvoir exprimer cette notion de supporter, de proximité, d'accompagnement. Finalement, quand j'exprime la plateforme et que je parle de cette notion de supporter, c'est quand même quelque chose qui est vachement ancré dans notre manière d'être et dans notre manière de concevoir les produits. Les supporters, ceux qui viennent vous supporter pendant une course, c'est souvent vos proches, vos amis, votre famille. Et si ces supporters devaient vous faire des produits, ils feraient des bons produits, ils voudraient pas trop se foutre de votre gueule, et ils vous les vendraient à prix d'amis. C'est un peu la place qu'on a envie de prendre. Cette marque un peu buddy, cette marque qui reste proche de vous, qui va vous vendre les bons produits durables au juste prix,
mais qui est pas non plus une marque qui reste juste le bon copain. C'est quand même une marque qui est capable de performer, qui est capable d'avoir des produits crédibles. Ça sera pas notre axe prioritaire de différenciation. On court pas après les moins de X heures A, même si je pense qu'on aura des athlètes qui seront capables de le faire. Donc on veut pouvoir être crédible à travers cette notion de performance pure, mais on veut surtout rester et être cette marque proche des gens. On pourrait dire proche du peuple sans mauvaise démagogie. Et donc c'est très lié à Decathlon et c'est aussi très lié à qui on veut être à travers Keep Run. Keep Running, l'encouragement permanent, l'accompagnement des gens. Et on se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur aussi nos prises de vue, comment à un moment donné on prend les caméras, on les retourne, on arrête de regarder les runners, mais on regarde aussi tous ceux qui viennent encourager. Comment on facilite la vie de ceux qui viennent encourager. Ça, c'est toutes des pistes d'innovation sur lesquelles on est en train de travailler. Voilà, pour dire comment on devient pleinement cette marque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et ce que j'explique beaucoup à mon équipe, on a beaucoup travaillé à faire comme les autres, à être crédible, parce que c'est important d'exister, de pouvoir s'asseoir à la table des autres. Je prends souvent l'exemple de cette table, mais de dire, parce que vous avez posé la question des concurrents, il y a tous nos concurrents qui sont sur une table en train de manger tous ensemble. On a eu tendance à être en dessous et à ramasser les miettes. Là, l'idée, c'est de se dire comment on s'assoit à cette table. Crédibilité, on est assis à la table des autres, on fait des super produits, on est performant. Et maintenant, tout le travail va être de savoir comment on s'exprime. Le comment on s'exprime, c'est notre singularité, notre manière de penser, le discours qu'on a envie de tenir. C'est ça, au fond de nous, la vraie singularité. Et donc, comment maintenant, on va être capable de s'exprimer de manière cohérente, de manière durable, auprès de nos clients, de nos concurrents et de nos utilisateurs. C'est tout le sujet qu'on est en train de travailler avec notre équipe. C'est un projet que j'ai appelé Embrace Our Singularity. C'est comment on embrasse cette singularité qui a été écrite dans notre plateforme et comment on la rend concrète pour nos clients et nos utilisateurs. Ça va être un chapitre extrêmement excitant pour nous. Et on a hâte de suivre ça. Donc là, on est finalement un peu aussi, ça rejoint à la fois les difficultés finalement de construire tout ça, en tout cas où les prendre en compte et comment on exécute quelque part cette envie parce que c'est de la désirabilité finalement derrière tout ça. Il y a la crédibilité et après il y a aussi un volet désirabilité pour qu'on soit plus qu'à la table et qu'on soit dans ce fameux top 5 quoi. Ouais. Moi j'aime beaucoup les vidéos de Simon Sinek, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Le Golden Circle, et qui avait cette phrase de dire People don't buy what you do, they buy why you do it. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais ils achètent pourquoi vous le faites. Pour autant, il est important que ce qu'on fait soit crédible, parce que sinon c'est très compliqué, notamment sur ce marché du running, à être reconnu et donc à être acheté. Donc il faut savoir faire des super produits, mais maintenant il faut qu'on mette notre why dans nos produits. Et donc tout ça c'est exprimer notre singularité à travers la conception de nos produits, à travers nos innovations, à travers notre caractère de marque, notre personnalité. Comment on exprime cette notion de supporter. Donc on a commencé à faire des choses autour des courses. On travaille, on a une application Keep Run Pacer qui est gratuite, qui permet aux gens d'atteindre leur objectif à plus de 91%. On a accompagné 15% des marathoniens de Paris à préparer leur course et à la finir, dont un en 2h32 ou 2h33, je crois. Donc même cette appli-là permet de faire des bons chronos sur marathon. Donc c'est comment on exprime aussi toute cette générosité, qui on est, notre singularité à travers nos produits, mais pas que, tout ce qu'on va être capable de faire autour. Ok, intéressant. 2h32 solide comme temps sur marathon. Tout ça pose une question un peu de fond, c'est qu'est-ce que vous mettez en place finalement pour assurer finalement cette cohérence? Parce que le but c'est de gagner en visibilité, parce qu'il y a de l'ambition, il y a la désirabilité. Concrètement aujourd'hui chez Keep Run, qu'est-ce qui est mis en place pour se dire on doit faire attention à la cohérence de ce qu'on dit, de ce qu'on montre, de ce qu'on produit? C'est quoi un peu le background derrière? Qu'est-ce qui est mis en place concrètement chez vous? Alors de manière encore une fois très simple et très pragmatique, moi j'aime qu'il y ait de la cohérence dans ce que vont voir, lire, toucher, utiliser nos clients de ce qu'on va produire. Produire en tant que produit, mais aussi produire en tant que communication, que message de marque, etc.
Et donc, dans la construction de notre marque, je me suis longtemps posé la question de où devait être la place de la créativité. Elle est au design, elle est au marketing, à la communication, à l'offre. Voilà. Où est cette place de la créativité? La réponse est qu'il n'y a pas une seule place. La créativité, elle est bien transverse. Donc ça a été ma première réponse que je me suis apportée. Et ensuite, je me suis dit, mais comment j'assure de la cohérence à travers la couleur qu'on va exprimer, le design qu'on va faire, la campagne marketing qu'on va utiliser et les photos qu'on va faire de cette campagne marketing. Et donc, j'ai une personne qui, chez moi, chapeaute la créativité, un directeur créatif, qui s'occupe aussi de l'innovation aujourd'hui. Il y a aussi pour moi un lien entre la créativité et l'INO. Et donc, il s'assure à travers ce qu'on appelle des jalons, des moments où tout le monde se met un peu autour de la table et discute, qu'à chaque moment, on garde bien cette cohérence à travers le design de nos produits, la manière dont on les conçoit, leur place dans l'offre, les couleurs qui sont utilisées, le marketing qui est associé et le contenu qui est créé. Ok, ouais, super intéressant. Ouais. Donc ça pose aussi du coup un peu la question de l'interne, forcément, hein, parce que la marque, elle part aussi de l'intérieur. Comment ça a été vécu finalement, toute cette transformation aussi en interne avec les équipes, parce que c'est des très gros chantiers, on le sait. Comment toi, tu l'as ressenti, comment tu l'as perçu? Au sein de l'équipe running, ça n'a pas tout de suite été évident parce que vous veniez remettre ensemble des gens qui travaillent très bien chacun dans leur coin, qui traitaient pas les mêmes projets. Le projet Roadrunning, c'était pas le projet Evadix, c'était pas le projet de Kalenji. Et très rapidement, on vient éclairer une cible, d'aller chercher un peu plus de crédibilité, etc. Donc, quand vous remettez des équipes qui travaillaient pas ensemble, qui travaillaient sur des projets différents, tout ensemble, en espérant qu'un coup de baguette magique, ils vont tous se mettre à porter le même projet, ça marche pas comme ça. Donc en interne, ça a pris un peu de temps. On a d'abord commencé tout de suite, nos premiers pas, ça a été de partir 5 jours et de réécrire le projet, ensemble, tous ensemble. Projet participatif, donc qui a pris un maximum d'insight de tous les collaborateurs et qui nous a permis d'écrire quelque chose, mais qui ne veut pas dire que tout le monde adhérait. Donc pendant un an, il y a eu ces allers-retours sur le positionnement de chacun, de savoir si on était bien tous alignés avec ce projet pour pouvoir le mettre en place. Donc ça a pris une bonne année de bien restructurer le projet et les organisations au service de ce projet. Donc ça, c'est plutôt ce qui s'est passé en interne chez nous. Et puis en interne-externe, comment les autres voyaient l'évolution de la marque, enfin d'un multimarque vers un monomarque et plutôt orienté Keeprun. Les réactions étaient diverses et variées. Il y en a qui trouvaient ça génial qu'on puisse aller adresser finalement enfin la performance avec un peu plus de constance et de consistance. Et puis d'autres qui se questionnaient à juste titre sur oui, mais l'accessibilité qui est notre ADN, est-ce qu'on va pas perdre notre client historique donc voilà, il a fallu un peu de temps aussi pour convaincre que notre projet allait bien évidemment continuer à adresser nos clients historiques et l'accessibilité du running, tout en étant capable. Et je pense qu'on est peut-être la seule marque au monde de pouvoir faire les deux, tout en étant capable d'aller à la conquête de l'expert. Et sur le plan international, parce que du coup, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Europe, c'est vraiment à l'international en fait que vous allez chercher des nouveaux clients, enfin les adresser. Ouais, complètement. Bah, déjà, Decathlon est présent dans plus de 50 pays dans le monde, donc forcément, en étant distribué chez Decathlon, ça nous donne un visu assez fort pour aller finalement mettre notre projet en œuvre et pour pouvoir le rendre réel auprès des clients et d'aller chercher des nouveaux clients. Et puis aujourd'hui, on a aussi cette possibilité de vente à d'autres que nous autorise Decathlon, et donc qui nous permet d'aller vendre nos produits à d'autres. Ouais. Alors, sur l'expansion internationale, il faut déjà prendre en compte le fait qu'on est distribué dans un des plus gros réseaux de distribution d'articles de sport, Decathlon, donc présent dans plus de 50 pays. Donc forcément, ça nous donne
une part de voix qui est importante et qui est assez solide à travers le monde, ce qui nous permet déjà de nous positionner comme une des grosses marques en termes de volume de chiffre global du monde du marché du running. Et puis ensuite, il y a des zones où soit le réseau Decathlon n'est pas encore allé, soit n'a pas réussi à aller, soit n'a pas de désirabilité à aller, mais qui par contre, pour le running, représentent des marchés très importants, que ce soit en termes d'image, en termes de volumétrie marché. Donc les États-Unis, par exemple, en font partie, où on a eu plusieurs tentatives avec Decathlon d'aller sur le marché américain. Et là, il semblerait qu'on a trouvé une nouvelle manière aussi de l'adresser à travers la vente de nos produits à d'autres. Donc c'est ce qui aujourd'hui nous permet d'envisager de l'expansion sur certains pays où Decathlon n'est pas présent à travers la vente à d'autres. Et donc ça, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'à la fois ça nous permet d'aller adresser un marché sur lequel Decathlon n'est pas. Ça nous permet d'avoir une stratégie de vente, de distribution, ce qu'on appelle go-to-market, qui peut être différente de celle qu'on a à travers le réseau Decathlon. Et donc là, par exemple, aux États-Unis et dans les pays qu'on va ouvrir prochainement à travers la vente à d'autres, c'est d'aller chez des spécialistes pour positionner aussi la marque Keeprun comme une marque crédible, puisque la manière aussi dont on se fait commercialiser est aussi une manière dont les clients vont nous percevoir. Ah, ok, ouais, c'est intéressant. Et moi, je l'ai vu, qui suit beaucoup le running, qui regarde beaucoup ce qui se passe aussi à l'international. Toi, ton avis sur la perception finalement, qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour Keeprun d'être distribué chez des spécialistes, surtout aux États-Unis où le running est extrêmement fort, où on a l'impression que tout le monde a sa chaîne YouTube pour parler de running de partout. Comment toi, tu perçois cette entrée sur ce marché-là ? Déjà, ce qui est quand même pas mal, c'est quand t'es vendu chez des spécialistes aux US comme Running House, Break Run et d'autres, et aussi plus récemment en Norvège, chez des marques comme Anton Sport, enfin chez des distributeurs comme Anton Sport ou Torshov. C'est déjà une validation quelque part du projet que tu mènes et des produits que tu développes, parce que ces gens-là sont très regardants sur les marques qui rentrent. Donc ça vient quand même valider la qualité et la crédibilité de nos produits. Donc ça, c'est déjà hyper positif pour nous. Être sur ce marché-là, notamment le marché nord-américain et américain, c'est aussi un marché qui est extrêmement regardé par les autres pays. Et donc, du coup, qui nous permet de développer notre crédibilité. Il y a peu de temps, je me suis déplacé dans le sud-est asiatique. J'ai fait la Corée, la Malaisie et Singapour. Et en Corée notamment, qui est un marché très technique, très aussi spécialisé, oriented. Le fait qu'on soit présent aux États-Unis et communiqué par quelques influenceurs a eu son impact là-bas. Donc ils commencent à parler de nous, à nous demander quand est-ce que sort tel produit qu'ils ont vu à The Running Event ou testé par un influenceur américain. Donc ce marché-là influence beaucoup les autres marchés. Donc être présent là-bas, c'est à la fois important pour la prise de marché aux États-Unis, c'est important pour la crédibilité et un peu la validation de notre marque, et c'est important pour ce que ça apporte comme inspiration aux autres marchés. Ok, ouais, c'est intéressant, puis je trouve que ça fait un pont assez intéressant, hein. Je t'en parlais au début dans ma question, mais moi qui regarde beaucoup, quand je vois l'influenceur américain Kofuzi, Michael Ko, qui dans un de ses podcasts raconte en fait qu'il suit la chaîne de Jimmy Gressier alors qu'il comprend pas un mot de français, c'est quand même un signal extrêmement fort, ça. Et justement, ce côté athlète, qu'est-ce qu'il apporte concrètement aujourd'hui à Keeprun ? C'est quoi vos ambitions derrière ça ? Raconte-nous un petit peu comment tout ça s'est passé finalement. Le côté athlète, il vient quelque part valider, tamponner le fait que nos produits sont capables d'accompagner les meilleurs au monde. Et ça, en termes de marketing de preuve, oui, un athlète, il n'y a pas mieux, puisque que ce soit dans l'exigence autour du produit, les attentes en termes de performance produit, le nombre de bornes qu'ils vont faire dans la semaine, on est sur la plus haute intensité d'utilisation de nos produits. Donc, quand tu es capable d'accompagner
des personnes comme Jimmy, tu sais que tes produits tiennent la route et donc tu as quand même un premier message de crédibilité qui est passé, d'influence qui va être important pour crédibiliser notre marque. Travailler avec des athlètes, c'est aussi pour nous en tout cas important de pouvoir ce que je dis mettre du Jimmy ou mettre de la 42 House dans nos produits. C'est-à-dire on co-crée, on co-valide pour que finalement l'exigence des personnes qui vont faire 250 km par semaine puissent se retrouver aussi dans nos produits quand on va les vendre à nos clients qui vont faire moins, mais qui vont être aussi tout autant rassurés dans la qualité et la durabilité de nos produits. Donc à la fois, ça nous permet de briller de par les résultats, de par la crédibilité que ça nous donne, mais aussi ça nous permet de co-créer et puis d'améliorer les produits à travers l'exigence et la précision qu'ont les athlètes autour de nos produits. Notamment avec maintenant les chaussures à lame carbone, les nouveaux composants qui permettent quand même de réduire la sensation de fatigue, améliorer la performance. Il faut qu'on soit au rendez-vous, donc ça nous stimule pour continuer à être au plus haut niveau. Justement, le partenariat un peu hybride que vous avez fait avec Jimmy Gressier, où il porte l'équipe Run pour ses entraînements, et puis les Adidas plus sur la piste, c'est intéressant aussi, et puis ça montre que ça montre que le partenariat, même s'il n'est pas exclusif, a ses vertus. Ouais, alors le partenariat est exclusif, c'est-à-dire que Jimmy, ça y est, ne portera plus d'autres produits, notamment sur piste, mais on a autorisé Jimmy dans un premier temps à porter d'autres pointes parce que nous, quand on a repris le projet et que on a refusionné l'ensemble des marques, la priorité était les chaussures route. On devait être crédible sur le marché de la route. Et donc, ça n'a pas été notre priorité de redévelopper des pointes. Et notamment, les athlètes consignés étaient notamment des athlètes qui finissaient leur carrière sur piste et qui basculaient sur route. Johan Koval, Paul Chelimo qui voulait monter sur marathon. Et donc, on n'avait pas l'ambition à cette date-là de développer nos pointes. Et puis, l'opportunité de Jimmy est arrivée, avec aussi cette volonté pour lui de basculer progressivement sur route, mais finalement pas tout de suite. Et donc, on a dû très vite se remettre à développer des pointes, et pas n'importe lesquelles, des pointes pour pouvoir aller briller au plus haut niveau international. Et donc, dans un premier temps, à la fois pour nous mettre à niveau, à la fois dans des transitions et notamment sur ce type de produits qui peuvent quand même générer des blessures. Jimmy s'était blessé, je crois, un petit peu en amont des Jeux. Il avait une douleur au tendon. On sait que la piste, c'est quand même super exigeant. Donc, le faire basculer tout de suite sur nos produits qui étaient peut-être pas encore complètement prêts, ça pouvait générer des risques de blessure. Et il y a quand même rien de pire que de blesser un athlète pour lui et pour nous. Donc, l'idée était de faire une transition smooth, le laisser porter ses pointes le temps que nous, on avance sur le développement de notre nouvelle gamme. Et là, ça y est, on vient de valider, ça a été validé par World Athletics, une nouvelle paire de pointes, et il va les porter sur ses prochaines compétitions. En tout cas, d'un regard extérieur, c'était le récit était cohérent quand même. C'était l'idée de l'athlète est plus important que la performance en tant que telle, et donc il fallait qu'on prenne soin de Jimmy, de ses compétitions, de ses futures compétitions et de ses envies. Donc, on a essayé de faire ça en bonne intelligence. Là-dessus, j'ai une question geek qui vient de moi. Alors, je sais pas si l'audience sera là, mais Jimmy donc a battu le record d'Europe récemment là à Lille, chez vous, sur le 5 km, à 2 secondes du record du monde quand même. Donc, on était quand même pas loin d'avoir un record du monde. Cocorico sur route. Je crois l'avoir entendu après en podcast sur RMC qui parlait qu'il avait même pas forcément utilisé peut-être, je crois, les chaussures, tu sais, les plus performances de la gamme, mais une chaussure, et j'ai pas réussi à retrouver le modèle finalement qu'il avait utilisé. C'était la LD+. D'accord. KD 900X LD+. Qui est du coup remplacée maintenant par la Keepstorm Elite. Et donc là, encore une fois, dans
à l'écoute de l'athlète et c'est un produit qu'on avait encore en magasin d'ailleurs, enfin, qui était en fin de vie mais qui était encore en magasin. Jimmy se sent hyper bien dans cette chaussure. Savoir qu'en amont du 5 km, il se posait pas mal de questions. Il avait eu un break après le 10 000. Donc c'était un moment où il avait besoin d'être pleinement rassuré, pleinement en confiance avec les produits qu'il porte. Donc comme il adore ce produit, il le dit d'ailleurs régulièrement sur ses réseaux sociaux, il a utilisé ce produit. Ok. Ouais, c'est intéressant. On voit aussi que finalement, bon, notamment dans la performance, que ce soit sur route ou sur piste, mais surtout sur route, j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses d'ailleurs, mais les temps sont importants, amènent aussi de la crédibilité. On l'a vu sur le marathon de Londres, la barrière des 2 heures est tombée, ça a quand même fait un énorme retentissement. Aujourd'hui, Kipron a ce genre d'ambition aussi, peut-être sur du plus long, d'aller chercher finalement des barrières, parce qu'il y a de très beaux athlètes aujourd'hui chez Kipron. Est-ce que c'est une volonté aussi de continuer à crédibiliser finalement la marque à travers peut-être des temps références et des choses qui vont au-delà même du simple récit de marque? Ouais, bien sûr, on a un programme d'innovation, un programme de développement autour de la performance, on appelle ça Super Power. Donc on investigue, on regarde ce qu'on peut faire, les nouveaux matériaux, les nouveaux composants pour développer les produits qui permettront à nos athlètes d'être les plus performants au monde. Courir après une barrière en tant que telle, là, moins de 2 heures, il vient d'être battu, donc ça va être dur d'en trouver une nouvelle. Je pense pas que ce soit l'identité de Kipron d'aller à la conquête du moins de temps, du moins de trucs. Nous, on veut proposer les meilleurs produits pour nos athlètes pour qu'ils puissent être les plus performants possible. Et on jouera sur le produit, et on travaillera sur l'athlète, et on travaillera sur son environnement. Le produit est une chose, arriver en forme le jour J en est une autre. Avoir la bonne stratégie de course, avoir la bonne stratégie de nutrition, avoir la bonne stratégie de sommeil, etc. est aussi également important. Donc, comment on accompagnera l'athlète dans son 360 ? On mène actuellement quelques projets autour du TMB pour accompagner l'athlète dans sa propre performance. Mais ça sera pas notre singularité d'aller battre des records. Si nos athlètes le font, ça sera génial. Mais ça, moi, j'ai envie de dire, je vais le laisser aux autres. Et nous, on va plutôt s'arc-bouter à faire les meilleurs produits au monde, les rendre accessibles au plus grand nombre, et être cette marque qui supporte ses utilisateurs et ses clients. C'est plutôt notre orientation. Pas rentrer dans ce match-là. Il y a des fois même, je pense que même moins de 2 heures, ça parle à personne. Hein. La vitesse à laquelle faut courir, ne serait-ce que sur un 400 mètres, la plupart des gens ne se rendent pas compte. Ouais, le temps médian au marathon, il est de 4h16. Donc peut-être que nous, on va viser la barre des moins de 4 heures avec une énorme communauté pour leur dire et si on allait casser la barre des 4 heures tous ensemble, parce que aller faire moins de 4 heures pour un coureur lambda, si je peux me permettre, c'est déjà une sacrée performance, et avoir le bon accompagnement, l'application, les supporters qui sont là, la bonne chaussure, le bon textile, maintenant les bons accessoires de portage, puisqu'il va falloir de plus en plus porter son propre ravitaillement, parce que tout le monde n'aura pas le droit à avoir une bouteille devant pour pouvoir être ravitaillé. Donc c'est aussi ça qu'on a envie de faire, plutôt aussi regarder cette partie-là du peloton, tout en étant en accompagnement avec nos athlètes. Ouais, ça c'est intéressant parce que ça pose un petit peu les questions finalement des risques dans le futur, d'avoir du succès, de réaliser un peu ses ambitions et en même temps de se dire, tu vois, on parlait du temps par exemple, de barrière temps, d'ultra performance, mais c'est aussi un risque de dilution quelque part de votre ADN. Il y a des choses comme ça que vous avez identifiées d'un point de vue marque, de se dire attention, il faut vraiment qu'on fasse gaffe là à ce qu'on va faire dans les prochaines années, parce que c'est ce qui peut aussi nous faire louper finalement tout le coche ou même casser un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Ouais. Alors moi j'ai pas de crainte de dilution parce que on a quand même notre entreprise mère et
notre retail qui sera toujours là pour nous ramener aussi à la raison si on devenait un peu déraisonnable. Et donc que ce soit à travers ce qu'on s'est dit sur les pricing où on veut être moins cher que nos concurrents, que ce soit dans la largeur et la profondeur de notre offre qui permet de couvrir quand même tous les usages, tous les portefeuilles. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important et qui est ancré en fait dans notre manière de travailler. Mais en effet, on pourrait le risque serait d'évoluer et puis de se prendre pour qui on n'est pas et de vouloir rentrer dans des guerres de marques qui seraient pas nos combats. Pour revenir à nos athlètes, on n'aura jamais 250 athlètes dont on connaît à peine les prénoms, qu'on voit de temps en temps, à qui on envoie juste un pack pour qu'ils testent pour qu'ils mettent nos chaussures et qu'ils nous fassent briller. Ça sera pas nous. Il y en a d'autres qui le font très bien et les athlètes pourront les choisir pour ces raisons-là. Les athlètes qui nous rejoignent, ils le font pour d'autres raisons. Et nous, on veut pouvoir garder cette proximité pour avoir cet accompagnement et être cette marque supportrice en fait. Le faire aussi avec nos athlètes. Je pense que si on reste dans cette ligne d'eau, si on reste accroché à notre singularité et à notre modèle, alors on est plutôt immunisé de cette espèce de dilution. Et on l'a vu quand on a commencé à monter les prix. Il y a aussi nos clients qui peuvent nous rappeler à l'ordre. Et nous, on a aussi, on co-crée beaucoup. On a une plateforme de co-création. On co-crée les produits avec nos clients. On les écoute beaucoup. Tous les avis qui sont laissés sont aussi analysés. On écoute ce qui se dit. Et ouais, il y a à un moment donné des price points où on va venir se positionner qui vont être vraiment à la limite, comme tu dis, de cette dilution. Et moi, je suis aussi là pour être le garde-fou de ça, quoi. Ne pas se prendre pour qui on n'est pas, ne pas se prendre pour un autre. Ça pourrait être un risque. Mais ouais, très je suis intéressant. assez serein. Super intéressant. Et bon, sans tout dévoiler, mais qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu des grandes prochaines étapes finalement de Keeprun? Les grandes prochaines étapes, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait sur les chaussures. Donc cette notion de franchise, on va l'appliquer aussi au textile. Donc à partir de l'année prochaine, on va sortir des collections. Pour faire simple et pas rentrer trop dans le détail, on avait tendance à refaire notre offre un peu produit par produit, de manière un peu mécanique. Bon, ça fait 2 ans qu'on a fait ce t-shirt, il faut refaire le t-shirt. Et s'il n'arrivait pas en même temps que le bas spécialement, bon, c'était pas très grave. On travaillait de manière un peu séparée. Et donc là, on a décidé un peu à la manière de ce qu'on veut raconter sur les chaussures et avoir une franchise qui parle et qui raconte quelque chose. On va avoir la même chose sur le textile, des collections, des lignes produits qui vont venir s'adresser soit à des utilisateurs bien spécifiques, soit qui vont répondre plutôt à un besoin client d'accessibilité. Donc on va avoir différentes gammes comme ça. On a une gamme trail du coup qui va revenir, ça je peux vous l'annoncer. C'est les premières sur lesquelles on va retravailler. On a eu du temps des Vadicts des gammes dédiées au trail. On a décidé quand on s'est réunis qu'une veste de pluie était une veste de pluie, que le portage tout le monde pouvait en avoir besoin, de manière assez pragmatique. Et puis on se rend compte quand même que l'identité trail, nécessite d'avoir aussi sa collection. Donc l'année prochaine, on sort nos 2 premières lignes, que seront la ligne Perform et la ligne Trail. Et puis ensuite, vont venir suivre les autres. Donc ça, c'est ce qui va arriver à partir de 2027. Là, très prochainement, vous allez pouvoir voir, et si vous êtes curieux, vous avez dû voir dans les validations de Board Athletics la nouvelle pointe que va porter Jimmy prochainement. Qu'est-ce que je peux dire des produits qui sortent l'année prochaine? On va continuer à avancer sur les produits innovants. On a une franchise qu'on a dédiée à ça, la Keep Next. Parfois, on peut se demander un peu ce qui se passe sur ce produit parce qu'on voit une Keep Next orange faite en 3D, on voit une Keep Next qui est connectée, on voit une Keep Next. Donc, on a à date là lancé 3 produits autour de la connectivité de la chaussure avec l'utilisateur. Aujourd'hui, elle te dit quelle amorti elle a la chaussure. On va faire évoluer les fonctionnalités de ce produit, donc ça c'est ce qui va continuer à sortir. On a sorti l'année dernière une chaussure qui permet de ne plus utiliser de colle au moment de la conception, ce qui nous permet de faciliter le désassemblage de la chaussure, le recyclage du produit. Donc cette techno-là, elle va continuer à évoluer. On a fait des premiers tests pour voir aussi comment on pouvait gérer le retour en magasin pour réutiliser les composants. Donc ça,
Elle va s'appeler la Keep Next Loop et elle sortira l'année prochaine. La technologie qu'on a utilisée, qui va s'appeler l'Azotech, elle va être dupliquée sur l'ensemble de la franchise KeepCore. Donc il y aura cette techno sans colle qu'on va venir dupliquer. Ça nous permet aussi de réduire l'impact CO2. Et on va continuer aussi à investiguer la notion de 3D, l'impression, les semelles en impression 3D qui commencent à avoir en fait des propriétés mécaniques et industrielles hyper intéressantes pour nous, qui pourraient un jour nous amener vers l'hyper-personnalisation et la fabrication in-demand de chaussures. Donc il y a ces trois grands sujets autour de l'innovation sur lesquels on va continuer à investiguer. Et ces 3 produits là qui sont sortis et qui vont continuer à évoluer. Voilà. Et c'est très beau programme. Ouais, ces produits-là, ils ont vraiment été pensés pour vraiment aller sur le marché, aller se retrouver en retail, en magasin, au pied des coureurs. Ou vous le voyez vraiment comme une vitrine finalement de l'innovation et de la recherche pour ensuite faire descendre ces technos sur les gammes. C'est quoi un petit peu le c'est un peu les deux parce que il y a une autre phrase que j'ai retenue, je sais plus qui est-ce qui m'avait sorti ça, c'était lors d'une formation et qui disait les clients ne savent pas ce qu'ils veulent mais ne mentent pas sur ce qu'ils font. Et on peut se poser toutes les questions du monde sur un PowerPoint, sur des 3D de produits et dire mais on va faire des études clients, on va regarder ce qu'ils disent. Notre client il veut pas de ça parce on peut tout imaginer mais tant qu'on sort pas le produit on sait pas. Et donc mon obsession dernièrement a été de dire on va mener les études, c'est important d'avoir les insights, etc. Par contre, si on a la conviction que ça peut intéresser le marché, on va sortir le produit. La Keep Next Connect a un peu suivi ce schéma-là. On s'est beaucoup questionné sur oui, mais bon, ça mesure que l'amorti. Oui, mais c'est pas grave. Testons-le, sortons déjà le produit, faisons déjà une super chaussure de running, ce qu'on a fait, qui sera connectée, et voyons les feedbacks. Et donc, cette chaussure, oui, elle va être commercialisée. Et puis, on va la faire évoluer sur base des premiers clients qui vont l'avoir testée. Ils vont nous dire ce qu'ils aimeraient comme data supplémentaire, etc. Et donc, on va faire évoluer le produit au fur et à mesure. Donc, oui, à la fois, le produit, il est là pour être une vitrine et tester cette innovation, voir comment le marché réagit à. Vendre le produit, parce que c'est déjà des bons produits. Enfin, quand c'est déjà des bons produits, pouvoir les vendre tout de suite pour que l'utilisateur puisse en profiter. Et puis, envisager le futur en faisant des itérations et en améliorant. En Chine, sur la chaussure 3D, on a sorti très très peu de quantité. L'idée, c'était vraiment d'aller chercher des early adopters, de voir un petit peu les réactions et puis ensuite de pouvoir itérer. Et la Keep Next Loop, pour moi, c'est, j'ai presque envie de dire, même si demain c'est pas une demande du client, être capable de faire des produits qui sont plus respectueux de la planète, c'est pas une question qu'on posera. C'est un axe sur lequel on va continuer à avancer. Tu parles finalement beaucoup de design, parce que c'est quand même au centre quand on a du produit, mais on le voit, le design il rentre en compte quand on crée, quand on fabrique du produit, il est important, mais il y a aussi finalement toute cette partie visuelle de la marque, du branding. Comment tu le perçois, toi, toute cette couche design à tous les moments d'une marque ou à toutes ces verticales ou à tous ces... Quelle est l'importance pour toi? Quelle importance tu places dans le design aujourd'hui au sein de KeepRun? Alors je sais pas si c'est le design ou si basiquement c'est tout ce que va voir le client de nous, quoi. Et pour moi ce qui est important c'est qu'on ait de la cohérence et de la consistance dans tout ce qu'on va montrer, que ce soit le fond de la couleur de notre application, la couleur de nos murs dans nos bureaux qu'on vient de refaire, l'utilisation de nos différentes couleurs de marque, comment on va les appliquer sur notre application, sur notre site internet, sur notre devanture de bureau, j'allais dire building. Cette cohérence-là, on doit l'assurer sur toutes les parties de ce qu'on va proposer. Et donc, c'est ce fameux creative director et aussi bien évidemment le travail de chaque collaborateur concerné par la créativité et du coup par le design, qui doivent respecter les chartes qu'on a positionnées pour que durablement vous soyez pas surpris, choqués quand vous voyez un produit sortir. Et ou alors, si c'est le cas, c'est que ça a été fait exprès. En tout cas, j'aimerais que ce soit plutôt fait comme ça. Donc c'est un travail du quotidien
Et les équipes sont assez professionnelles pour respecter ça. Et on l'a pas évoqué, mais quel a été finalement l'impact de tout ce rebranding, de tout ce design, de toute cette cohérence finalement qui a été faite ces dernières années? Tu peux nous donner des chiffres, des Alors estimations? j'ai pas les chiffres en tête sur. On a un brand tracker, donc on vient mesurer des éléments de progression de notoriété sur nos marchés prioritaires. Notre notoriété a progressé depuis cette signature, et on vient aussi mesurer au-delà de la notoriété la crédibilité ou l'intention d'achat qui a aussi fortement progressé. Donc ça c'est quelque chose qu'on mesure, qu'on arrive à mesurer. Et je suis désolé parce que j'aurais pu regarder avant, mais j'ai plus les données de progression de notoriété, mais ça nous a apporté plus de notoriété, plus de crédibilité. Et ensuite, ça vient se traduire aussi dans nos chiffres. Nous, l'année dernière, sur l'ensemble de l'univers du running, on progresse au-delà de plus de 10%. Donc, on fait une progression à 2 chiffres. On est sur la même tendance encore là cette année. Donc ça, c'est quand même une preuve de confiance et de reconnaissance de nos utilisateurs. Et puis sur la partie plus segment performance, là on est sur des progressions au-delà de 50%. Donc ça traduit aussi un gros dynamisme sur cette partie-là. Et ça traduit, comme c'est vraiment le segment qu'on appelle expert qui fait ces progressions-là, la confiance qu'ont ces runners-là dans nos produits. Et vous avez gagné des pieds du coup? Et on gagne des pieds. On a mesuré Paris. Alors, je vais pas dire de bêtises. On peut peut-être aller vite fait chercher cette donnée-là. Mais je sais que Paris, on a progressé. Je crois qu'on était estimé à 2% à Paris l'année dernière. Je sais plus si c'était l'Observatoire du running qui a fait les comptages. Et nous, on a développé notre propre algorithme qui nous permet de mesurer sur base de photos, de venir reconnaître la marque, reconnaître le modèle qui est porté par les utilisateurs. Et sur Paris, je crois, alors j'ai pas retrouvé la data, mais je crois qu'on est aux alentours des 3,5. On est passé de 2 à 3,5. Et on commence à se positionner à côté de marques qui ont aujourd'hui plus pignon sur rue que nous. Donc c'est des bons signes, ouais. Donc là, on est en train de mettre en place ce système de comptage et surtout la récurrence du comptage. Donc on commence à sélectionner nos courses et puis on est en train de faire ces comptages. Donc là cette année c'est un peu les premiers pas. J'ai pas l'historique, sauf quand il y a déjà eu un comptage qui a été fait par d'autres. Ok, ouais, cool. Bon, c'est bien, ça va dans le bon sens. Du coup, le 10% est pas tout de suite là, mais c'est déjà une super progression en tout cas. Et même les chiffres dont tu nous parles, des progressions à double chiffre, je sais pas si l'audience globale qui vont nous écouter s'en rend compte ou pas, mais sur ce volume de marché, c'est énorme. Sur les progressions, en tout cas, quand on voit les rankings des marques un petit peu dans le monde, soit du running, soit de l'outdoor chaque année, les classements, c'est assez rare qu'on ait des marques qui soient en double digit de progression comme ça d'une année à l'autre. Donc déjà, et surtout qu'on n'est pas vraiment une marque en construction, hein, comme on l'a annoncé lors du lancement. On est 1 billion brand, donc on est quand même une marque qui réalise déjà plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Aller chercher ces niveaux de croissance, forcément, on sait que plus on grossit et plus on devient prépondérant sur le marché, plus c'est compliqué. Donc, la performance, elle est vraiment, vraiment bonne. Ouais, très, très bon. Juste avant qu'on se quitte puis qu'on termine un petit peu ensemble, le but, bon, tu l'as compris, du podcast, hein, c'est d'accueillir les gens qui sont au cœur des marques et qui construisent les marques pour les mettre en lumière et puis comprendre un petit peu les process et ce qui se passe au cœur des marques. Est-ce que tu aurais une personne à nous conseiller qui serait intéressant d'inviter au podcast pour partager son expérience de marque avec lui et avec qui tu pourras nous mettre en relation et qui pourra intéresser un petit peu notre audience? Alors j'ai quelqu'un d'extrêmement intéressant et ça va peut-être un peu vous sortir de ce que vous avez l'habitude de faire, vous me direz. Il s'agit de Benjamin Parot, c'est le directeur général du Club de Lens. D'accord. Club de Lens, d'accord, qui est l'ancien directeur marketing du Club de Lens et qui était aussi de mémoire directeur marketing du Club de Reims à l'époque. Et ce qui est intéressant, parce qu'il a fait une intervention il n'y a pas longtemps auprès de mon équipe, ce qui est très intéressant, c'est la consistance à travers le branding et à travers, en partant finalement de la singularité du club, de cette notion de fier d'être lensois,
comment il est venu décliner ça sur le site internet, sur les maillots qu'ils ont fait, voilà, sur le retravail des valeurs, comment il l'exprime auprès des joueurs, auprès des clubs jeunes, auprès des supporters. Et donc les clubs sont devenus aussi des marques. Et je trouve que son approche a été très, très intéressante jusqu'au rachat je crois qu'ils ont racheté Bollard. Donc moi je pense que ça pourrait être quelqu'un d'intéressant. Intéressant. Ouais, en plus sur une industrie dont on la connaît, on n'y pense pas forcément d'un point de vue marque tout de suite. Et c'est vrai que Lens, c'est une longue histoire déjà. Et puis là, on va dire leur parcours récent montre aussi qu'ils ont recréé quelque chose. Je sais pas si ça se dit. Je suis peut-être pas assez le foot, mais en tout cas, il se passe vraiment quelque chose à Lens. Et très intéressé de pouvoir échanger avec Benjamin, c'est ça. Benjamin. Et c'était super intéressant quand il a fait la présentation, parce que il y a beaucoup de collaborateurs qui se retrouvaient un peu dans ce qu'il racontait. Il y a pas mal de parallèles à faire entre Decathlon, la marque du peuple, la marque qui se veut proche de ses clients, eux proches des supporters, dans le Nord. C'est quand même des populations qui ont vécu des choses compliquées, que ce soit à travers les mines, à travers ensuite l'industrie textile, l'effondrement. Enfin, donc c'était super intéressant, super enrichissant. Ouais. Super, on va le contacter de ta part du coup. On verra s'il accepte de rejoindre notre imparfait mais intéressant podcast. Merci beaucoup. En tout cas, merci de t'être prêté au jeu, Anthony. C'était vraiment sympa. Tu seras à jamais, le premier. À jamais le premier. J'ai toujours rêvé de dire ça. Voilà, tu auras l'occasion de le faire. Pour finir, d'ailleurs, j'aimerais te laisser du coup la parole, savoir si tu veux dire quelque chose, donner un conseil, un tips, une bouteille à la mer pour nos auditeurs sur le sujet de ton choix, un livre à recommander, n'importe quoi. Des livres à recommander, j'en aurais tellement que je sais pas si j'aurais le temps de tous les citer là. Si c'est un public comme vous l'aviez positionné, dirigeants, personnes qui ont des fortes responsabilités certainement et une vie chargée. Moi j'ai repris les cours là. Je fais un programme avec les SEC et je trouve qu'on ne passe pas assez de temps sur comment on prend soin de son corps. On est beaucoup à s'occuper de sa charge mentale, de son agenda, de sortir les meilleures stratégies, etc. Mais je trouve que quand on pense à un dirigeant, on n'a pas forcément toujours l'image de quelqu'un qui prend le temps de faire son sport, qui a cette hygiène, cette routine. Et donc finalement, si je devais donner un conseil, c'est faites du sport. Très régulièrement, le plus régulièrement possible, parce que c'est ce qui vous permettra d'être durablement performant. Et puis si vous pouvez faire du running, c'est encore mieux. Et si vous pouvez acheter du KeepRun, c'est juste parfait. Donc moi je dirais, faut prendre soin de soi à 360 et souvent la notion du physique, elle est trop peu mise en lumière, quoi. Moi, les cours que je suis, c'est de la finance, c'est de la géopolitique. Alors on va avoir 2 jours avec les militaires là, dans 15 jours pour faire un petit truc commando, mais je trouve que c'est pas juste une fois de temps en temps, quoi. D'aller courir régulièrement ou d'aller marcher régulièrement, c'est aussi très important. Donc prenez soin de vous et de votre corps. Merci beaucoup Anthony, vraiment merci. On te souhaite tout le meilleur pour la suite, vraiment, même si on n'a aucun doute là-dessus, vu tout ce qu'on a suivi et vu depuis quelques années. Et puis nous, on dit au revoir à nos auditeurs et nos futurs fidèles auditeurs, en tout cas on l'espère, et que cet épisode a plu à tout le monde. On te dit à très bientôt, je l'espère, et au revoir à tout le monde. À bientôt, merci. Merci. Brand organisé by Apertus, le podcast qui décrypte le branding avec celles et ceux qui le font. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, likez, partagez, commentez. À bientôt pour le prochain épisode.